admet que les femmes ont peu apporté à l'histoire de l'humanité en matière de découverte et d'invention. Il y a cependant une technique qu'elles ont sans doute inventée, celle du tressage et du filage. Si c'est le cas, nous serions tentés de deviner le motif inconscient de cette réalisation. La nature elle-même avait fourni le modèle qui fut imité en faisant pousser les poils pubiens qui cachent les organes sexuels à la puberté. L'étape qui restait à franchir consistait à faire tenir ensemble les fils, alors que, sur le corps, ils sont collés à la peau et ne sont qu'entremêlés. Si vous rejetez cette idée comme une fantaisie et considérez comme une idée fixe ma croyance à l'influence de l'absence de pénis sur la configuration de la féminité, je ne peux naturellement que rester sans défense. Nous menons une vie de fainéantise et de rêvasserie. Toute la journée, vautrés sur notre tapis, nous fumons des chibouks et des narguilés en absorbant de la limonade et en regardant les rives du fleuve. Gustave Flaubert. L'hétérotopie a le pouvoir de juxtaposer en un seul lieu réel plusieurs espaces, plusieurs emplacements, qui sont eux-mêmes incompatibles. C'est ainsi que le théâtre fait succéder sur le rectangle de la scène toute une série de lieux qui sont étrangers les uns aux autres. C'est ainsi que le cinéma est une très curieuse salle rectangulaire au fond de laquelle, sur un écran à 2 dimensions, on voit se projeter un espace à 3 dimensions. Mais peut-être est-ce que l'exemple le plus ancien de ces hétérotopies, en forme d'emplacement contradictoire, l'exemple le plus ancien, c'est peut-être le jardin. Il ne faut pas oublier que le jardin, étonnante création, mais maintenant millénaire, avait en Orient des significations très profondes et comme superposées. Le jardin traditionnel des Persans était un espace sacré qui devait réunir à l'intérieur de son rectangle 4 parties représentant les 4 parties du monde, avec un espace plus sacré encore que les autres qui étaient comme l'ombilic, le nombril du monde en son milieu. C'est là qu'étaient la vasque et le jet d'eau. Et toute la végétation du jardin devait se répartir dans cet espace, dans cette sorte de microcosme. Quant aux tapis, ils étaient, à l'origine, des reproductions de jardin. Le jardin, c'est un tapis où le monde tout entier vient accomplir sa perfection symbolique. Et le tapis, c'est une sorte de jardin mobile à travers l'espace. Le jardin, c'est la plus petite parcelle du monde, et puis c'est la totalité du monde. Le jardin, c'est depuis le fond de l'Antiquité une sorte d'hétérotopie heureuse et universalisante. On peut quelquefois résoudre des problèmes insolubles en devenant fou. La folie est comme le tapis merveilleux des 1001 nuits. Elle peut nous soulever par-dessus les innombrables considérations mesquines qui obstruent la vie quotidienne. Rabindranath Tagore. Les espaces autres, on en rencontre également dans l'œuvre de Walter Benjamin, alors qu'il nous parle de ces cachettes merveilleuses pour les enfants, que sont les franges du tapis, ou qu'il évoque par ailleurs ceux dans lesquels s'enroulent la nuit de pauvres gens dépourvus de lit dans leur demeure. Or, s'il décrit ces curieux usages, c'est qu'il révèle un autre rapport aux choses qu'entretiennent les enfants ou que l'on découvre dans les maisons de ces villageoises espagnoles. Loin de la demeure bourgeoise encombrée par son mobilier, qui ira ainsi disposer les postures et les gestes conformant tout un ensemble d'habitudes, de sorte que l'individu devient fonction des opérations que les accessoires exigent de lui, ce mode d'habitation des enfants ou des pauvres ordonne précisément un autre rapport à l'espace. Car il se trouve que cet intérieur est suffisamment dégagé, de sorte qu'on pourra pleinement l'habiter, c'est-à-dire l'inventer, non pas en répondant au décorum du tapis, à la table ou bien au fauteuil qui nous commande de nous asseoir et puis de nous redresser, mais en leur réservant des fonctions et des places à chaque fois nouvelles. Si l'on aperçoit dans les maisons espagnoles, comme un tableau, quelques chaises strictement disposées et également espacées, ce ne sont pas seulement des chaises, nous dira Benjamin. Dès lors qu'un chapeau de paille est accroché au dossier, tout comme ce tapis, dans lequel on s'enroule pour dormir en guise de lit et de couverture, leur usage change aussitôt.
Ce dont il nous parle est cette latitude qu'on attribue aux choses de changer de fonction et de position. Un déplacement qui n'est rien de moins que la boussole d'une révolution. Car il s'agit de savoir ce que sont nos manières d'habiter et de vivre le monde, de détruire ces points d'appui de nos habitudes pour composer avec le manque, s'installer dans un ouvert et y assumer des possibles. Ce sont ces manières et donc cette matière qu'indexe Benjamin, et l'on pourra alors inventer l'espace et se réapproprier nos gestes, comme sur cet autre tapis dont il nous parle, cet épais verglas des rues moscovites qui requiert, moyennant des déséquilibres, que l'on apprenne à nouveau à marcher. La limitation locale du jeu est plus frappante encore que sa limitation temporelle. Tout jeu se déroule dans les contours de son domaine spatial tracé d'avance, qu'il soit matériel ou imaginaire, fixé par la volonté ou commandé par l'évidence. De même qu'il n'existe point de différence formelle entre un jeu et une action sacrée, à savoir que l'action sacrée s'accomplit sous des formes identiques à celles du jeu, de même le lieu sacré ne se distingue pas formellement de l'emplacement du jeu. L'arène, la table à jeu, le cercle magique, le temple, la scène, l'écran, le tribunal, ce sont là tous, quant à la forme et à la fonction, des terrains de jeu, c'est-à-dire des lieux consacrés, séparés, clôturés, sanctifiés et régis à l'intérieur de leur sphère par des règles particulières. Ce sont des mondes temporaires au cœur du monde habituel, conçus en vue de l'accomplissement d'une action déterminée. Dans les limites du terrain de jeu règne un ordre spécifique et absolu. Et voici un nouveau trait, plus positif encore, du jeu. Il crée de l'ordre, il est l'ordre. Il réalise, dans l'imperfection du monde et de la confusion de la vie, une perfection temporaire et limitée. Le jeu exige un ordre absolu. La plus légère dérogation à cet ordre gâte le jeu, lui enlève son caractère et sa valeur. Cette association intime au concept d'ordre motive, à coup sûr, la part si grande qui semble dévolue au jeu dans le domaine esthétique, comme nous l'avions déjà noté incidemment plus haut. Le jeu, disions-nous, révèle une aspiration à la beauté. Ce facteur esthétique est peut-être identique à la hantise de créer une forme ordonnée qui pénètre le jeu sous tous ses aspects. Les termes dont nous pouvons user pour désigner les éléments du jeu résident pour une bonne part dans la sphère esthétique. Ils nous servent aussi à traduire des impressions de beauté, tension, équilibre, balancement, alternance, contraste, variation, enchaînement et dénouement, solution. Le jeu engage et délivre, il absorbe, il captive, autrement dit, il charme. Il est plein de ces deux qualités suprêmement nobles que l'homme peut observer dans les choses et peut même exprimer, le rythme et l'harmonie. Ampen, 29,95 €. Necton, 1,50 €. Adoum, 99 €. Flaxnan, 4,99 €. Oplek, 19,95 €. Blanksjorn, 7,95 €. Geyser, 149 €. Rumette, 9,99 €. Skogal, 7,99 €. Witten, tapis à poil haut, 175 €. Morum, tapis tissé à plat, 35 €. Skogal, tapis de bain, 7,99 €. Geyser,
tapis à poil haut, 50 €. Topfbo, tapis de bain, 9,99 €. Topfbo, tapis de bain, blanc, 9,99 €. Olum, tapis à poil ras, 29,95 €. Vandring, tapis tissé à plat, 20 €. Qu'est-ce qu'un tapis volant? Une dimension mythique, une expression fabuleuse, mais aussi la définition de la nature volatile et changeante d'une œuvre. C'est ainsi que naît cette exposition, un voyage d'est en ouest, entre passé et présent. Une interprétation de l'art moderne et contemporain qui s'exprime à travers la définition multiple de la notion de tapis et de son écho dans l'art des XXe et XXIe siècles. Le tapis volant est un objet issu de la tradition orientale, associé à l'idée de lévitation, de magie et nomadisme. Le tapis, tissu enroulé et successivement déroulé, est la métaphore de l'écriture, de la musique et de la prière.